En direct de Lyon, Allez, on y va, bonne émission. Sud Radio, Vous ne passez pas par hasard à Lyon? la vérité en face, Cette ville est absolument magnifique. Patrick Roger. Ne saute pas, n'est pas lyonnais. Ah bah je ne sais pas si on va sauter comme les Lyonnais, qui ne sautent pas n'est pas lyonnais. Hier soir en tout cas c'était le cas. Pour les 30 ans de Lyon Capitale sur les bords de Rhône, la fête a pu se tenir malgré la pluie parce que évidemment la région a été très arrosée hier. Nous sommes avec Guillaume Lamy, qui est rédacteur en chef de Lyon Capitale. Bonjour. Bonjour Patrick. Pour fêter les 30 ans de Lyon. Dans un instant, je le disais tout à l'heure, juste avant les titres de l'information, c'est Jean-Michel Aulas qui sera avec nous parce que pour célébrer Lyon, il fallait une personnalité à la hauteur, connue donc à Lyon mais également en dehors. Et Jean-Michel Aulas était incontestablement l'une de ces personnalités, Guillaume Lamy. Hein. Bah oui, évidemment. Alors c'est vrai que nous, Lyon Capitale, on a démarré en 94. Ouais. Et 94, c'est vrai que Lyon, c'était un peu, nous on appelait ça, Lyon Capitale, les années de plomb. C'est une ville qui était un peu conservatrice. C'était une ville où c'était compliqué pour les jeunes, pour la culture. Et c'est vrai que l'OL, elle végétait. Ouais, L'OL végétait un peu. Et puis effectivement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est que Jean-Michel Aulas est arrivé. Puis on connaît la suite. Connaît la suite avec l'OL. Alors c'est vrai, d'ailleurs avec lui, tout à l'heure on va parler bien sûr football et de l'aventure de l'OL qu'il a emmené quasiment sur le toit européen. Alors il n'a pas eu de titre européen avec les garçons, il s'est vengé avec les filles. Il nous dira cela tout à l'heure. Et puis il a eu de grandes responsabilités. Mais avant tout aussi, moi ce qui m'intéresse, c'est son regard sur l'évolution en fait de Lyon. Parce que lui, il est parti d'une start-up avant l'heure, quoi. Dans les années, alors on remonte à il y a quelques années, mais c'était une start-up avant l'heure. Et parce que Lyon aussi est connu pour être un espace, un lieu en France où l'on crée beaucoup d'entreprises. Oui, non, mais exactement. Et puis c'est aussi l'histoire de Lyon Capitale. Lyon Capitale, c'est né de rien. C'est né de Côté Scène, qui était un magazine culturel. Et puis il y a une bande de copains qui se sont dit, mais c'était une époque compliquée pour la presse. Les grands journaux qui avaient leur déclinaison, on va dire, régionale, partaient tous. Lyon Figaro, Libé Lyon, ainsi de suite. Le Monde. Et finalement, il n'y avait plus grand-chose en termes de pluralité de la presse. Et ces bandes de copains s'est dit, Lyon Capitale 2, pourquoi pas, quoi. Avec un esprit libre. Avec un esprit. Ça a été la ligne directrice. Et c'est toujours la ligne directrice de Lyon. C'est toujours la ligne directrice. Et moi, je me rappelle toujours de la première campagne de pub de Lyon Capitale en 94. Si on n'est pas là pour cirer les pompes. Et en 2024, on n'est toujours pas là pour cirer les pompes. Oui, bah, bien sûr. Donc, du coup, on ne se fait pas que des amis aussi dans ces conditions, quoi. C'est ça. Et effectivement, voilà, c'est vrai que notre numéro anniversaire, 30 ans, 30 couvertures. Alors voilà, je le montre pour ceux qui nous regardent en vidéo, parce que évidemment, aujourd'hui, on est sur la chaîne YouTube avec ses 1 million d'abonnés. Notamment, vous le voyez, Lyon Capitale. Alors, les unes marquantes depuis 30 ans. Alors, notamment, je vais revenir sur cette une en 2005 avec Patrick Bertrand, qui est le vice-président de la métropole de Lyon en charge des marchés publics, qui dénonce dans Lyon Capitale des marchés pipés au sein du chauffage urbain. Ce qui nous a valu à l'époque, on était actionnaire c'était Rousset qui était à Piscille. Ce qui nous a valu, ça on l'a appris par une journaliste du Monde. Gérard Collomb, le maire de Lyon, était dans une colère noire et a demandé la tête des deux fondateurs, Jean-Olivier Feuillère et Philippe Chalot, ce qui a été fait. Et la rédaction de Lyon Capitale, j'étais là, on s'est mis en grève pour protester, et puis finalement changement d'actionnaire, et puis voilà. Mais ça a été un moment, c'était un grand moment. Lyon Capitale qui a été repris et qui est aujourd'hui par Fiducial 2008, où on a changé, on est passé d'hebdomadaire à mensuel. Et donc c'est un magazine papier, mais c'est également un site internet, hein, bien sûr. On est un site internet. Alors on n'a pas les audiences de Sud Radio, effectivement, vous êtes national, mais nous on a une audience de. Ah bah si, attendez. On a une belle audience de 20 millions. On a une belle dans la France entière. On a une belle audience de 20 millions de visiteurs uniques par an. Ce qui fait que, c'est ce que je disais hier pour la soirée, c'est qu'il y a un Français sur 3 qui nous lit dans l'année. Donc c'est pas rien. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a marqué pour vous, justement, Lyon, à travers vos la 30 couvertures symboles d'une époque? Je vois l'une des premières aussi, c'est Michel Noir.
forcément. Ah oui, et Michel Noir, il a marqué la ville de Lyon parce qu'on est passé, moi je dis toujours, on est passé de l'ombre à la lumière avec Michel Noir. Bon, alors il a le nom qu'il porte, mais c'est vrai que c'est lui qui a illuminé la ville. Et bon, après, voilà, Michel Noir aussi, il a été rattrapé par les affaires derrière, Noir-Botton, on connaît tous, quoi. Mais c'est quand même lui qui a changé l'image de la ville de Lyon. Hein. Oui, vous parlez de Michel Noir, il y a eu Gérard Collomb parmi les grands maires, il y a eu aussi, évidemment, Raymond Barre, quoi. Ah bah oui, il y a eu Raymond Barre. Alors c'est vrai que c'était des années, on était plus dans une ville un peu conservatrice, mais c'est vrai que Raymond Barre, on lui doit avec Régis Néret, on lui doit aussi via son carnet d'adresses le classement de Lyon à l'UNESCO en 98 hein, quand même. Donc voilà. Oui, Barre, ça a été quelqu'un. Alors même si il n'était pas souvent à Lyon, il était souvent à Paris. Ça a été quand même un maire qu'à compter. Oui. Une marquante selon vous, Guillaume Lamy? Bah, nous, on a une qui nous tient à cœur. C'était pour la venue du plus grand, la bête noire de Jiang Zemin, président chinois, Wen Jinseng, qui était venu, qu'on avait invité à Lyon Capitale. Et puis on avait réussi à passer. On avait réussi à l'inviter, on avait des forces de l'ordre qui encerclaient le journal, qui a réussi à passer chez nous. Et il y a une traboule, aujourd'hui à Lyon qui s'appelle la traboule des droits de l'homme, Wen Jinseng, qu'on avait fait venir. Et puis 2 ans après, avec la venue de Hu Jintao, qui était président chinois, on a réussi, où la place des terreaux était complètement bouclée. Nous, le journal était à côté, on a réussi à passer un mot du dissident qui nous a valu se faire taper sur les doigts par le maire de Lyon. Oui. Merci Guillaume Lamy, rédacteur en chef de Lyon Capitale, donc le magazine qui fête ses 30 ans, La Vérité en face jusqu'à 10h. Et en face, dans un instant, c'est Jean-Michel Aulas pour nous parler du Lyon politique, de l'économie, de la culture et évidemment aussi du sport. On va voir tout cela dans un instant jusqu'à 10h, évidemment, sur Sud Radio. Sud Radio. Je suis plutôt un passionné, quelqu'un qui vit intensément ce qu'il fait. La Vérité en face. J'essaye d'atteindre des objectifs que je me suis fixés. Patrick Roger. Allez, rouge et bleu. Voilà, et c'est Jean-Michel Aulas que vous avez déjà entendu dans cette... J'essaie d'aller là où je peux, j'ai de l'ambition. Bonjour Jean-Michel Aulas. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que nous célébrons les 30 ans de Lyon Capitale. Et qui mieux que vous, finalement, incarne un peu aussi Lyon? Il y a d'autres personnalités, vous allez nous dire d'ailleurs, qui pourraient être là aussi à votre place. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup fait avec l'OL, pour faire rayonner Lyon. Mais aussi, est-ce que l'on sait moins peut-être du grand public, c'est que ce que je disais tout à l'heure en introduction, vous êtes parti avec une start-up avant l'heure, vous, Jean-Michel Aulas, hein, non? Oui, plusieurs d'ailleurs, en 2 fois. Et c'est vrai que mon métier était plutôt l'informatique, totalement l'informatique. Donc première start-up en étant mineur. À l'époque, il avait fallu d'ailleurs être émancipé pour pouvoir créer l'entreprise. Et puis deuxième avec Cégide, dont je suis d'ailleurs toujours président non exécutif, qui est une entreprise qui dépasse le milliard de chiffre d'affaires, 4000 personnes. Donc voilà, tout un vécu d'entrepreneur. Et aussi, bien sûr, dans le football. Oui, dans le football. Jean-Michel Aulas, pour vous, il n'y a pas d'âge. On avait une émission qui s'appelait « Il n'y a pas d'âge » sur Sud Radio. Je pense qu'on va la relancer. Il n'y a pas d'âge parce que vous continuez, vous ne lâchez rien. On a appris hier que vous étiez de nouveau candidat sur la liste de Philippe Diallo pour la pour la Fédération française de football. Pourquoi? Alors, d'une part... parce que l'opportunité s'est présentée. Deuxièmement, parce qu'on m'a relancé. Et puis troisièmement, parce que, vous l'avez dit, il n'y a pas d'âge. Quand on est, je l'espère, en bonne santé, on peut évidemment apporter un peu d'expérience. Donc j'avais dit non, dans un premier temps. J'ai une double responsabilité. Je suis vice-président de la fédération, mais je suis aussi président de la Ligue féminine de football professionnel, parce que ça représente un certain nombre de valeurs et d'objectifs. Et voilà, donc je pense que le travail n'est pas terminé. Et quel travail n'est pas terminé alors? Parce que c'est vrai que le monde du football, on a l'impression qu'il est à un tournant là, non? Un carrefour. C'est aussi souvent des
des virages successifs, donc il y a beaucoup de tournants. Mais c'est vrai que la répartition entre le foot professionnel et le foot amateur doit faire l'objet d'un certain nombre d'ajustements, de complémentarité. La fédération étant le chapeau en fait de l'ensemble des organisations du football, on peut apporter, me semble-t-il, dans l'état d'esprit, dans la gestion de tout ce qui est lié au bénévolat, dans la gestion du sport amateur en tant que tel, et puis du football féminin. Et tout le monde à Lyon, comme en France, sait que le football féminin est important. Bah oui, je pensais que vous alliez vous consacrer uniquement au football féminin, finalement, parce que vous étiez à la tête de la Ligue, justement. Oui, alors je vais rester probablement. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de trouver une présidente, parce que c'est mieux d'avoir une présidente pour une ligue féminine. Mais ceci étant, non, je vais continuer à m'occuper de l'ensemble du foot féminin, et puis d'un certain nombre de sujets qui sont des sujets structurants. Bon, la fédération est la première fédération de France, de très loin, a des projets qui sont des projets de pérennité en termes économiques, et il y a une construction à faire un peu comme dans une entreprise, donc ça m'intéresse. Parce que c'est vrai que certains s'interrogent quand même, et vous l'avez dit à l'instant, il faut structurer les choses, mais où va Jean-Michel Aulas, où va le football français en fait aujourd'hui, où va le football? Parce que non, c'est vrai, il y a beaucoup de polémiques. Alors il y a eu l'histoire des droits à TV, donc manque d'argent pour les clubs, il y a le défilé de mode des joueurs de l'équipe de France, il y a l'histoire, l'affaire, je ne sais pas si c'est une affaire, si vous voulez l'évoquer d'ailleurs, Mbappé cette semaine. On s'interroge un petit peu par rapport à des valeurs en fait du football. Oui, alors ceci étant, vous le savez mieux que moi, en étant au carrefour de tout ce qui est média, ce qui intéresse les gens, c'est souvent ce côté un peu, on va dire, particulier. Extra-football. Extra-football qui entoure toutes les stars d'une manière générale. Donc oui, il y a des crises de croissance dans le football. Et puis surtout, comme on est dans une hypertrophie en termes financiers, eh bien, il y a des choses qui sont quelquefois incompréhensibles depuis, je dirais, le rôle que l'on peut avoir. Donc, c'est l'argent qui, c'est ça, autour du football qui sème un petit peu cela, justement. C'est la combinaison, une forme de désordre. Oui, c'est la combinaison de l'argent et de la passion. Parce que le football, c'est la passion, et on voit bien que quand il y a des régulations sur le plan sociétal, le football, malheureusement, est l'un des premiers champs d'expression. Voilà. Et puis, comme il y a beaucoup d'argent dans le football, il faut s'attendre effectivement de temps en temps à des choses qui ne correspondent pas à la raison et à la logique des choses, mais qui correspondent malheureusement à l'attente du public, parce que c'est vrai que quelquefois c'est savoureux. Oui, et puis il y a peut-être les mentalités qui changent aussi, non? J'imagine les mentalités des joueurs de foot, de l'entourage, changent aujourd'hui par rapport à ce que vous avez connu il y a 30 ans, puisque nous fêtons les 30 ans de Lyon Capitale, non? Oui, 30 ans et même avant, et donc... oui, il y a un changement. D'ailleurs, on le voit bien, Lyon a cette caractéristique d'avoir toujours géré des académies de premier plan. L'Académie de Lyon est toujours l'une des premières d'Europe. Donc on prend les jeunes dès le début, et c'est vrai que les choses ont complètement changé, ont complètement évolué. On le voit aussi avec la famille. On ne gère pas ses enfants ou ses petits-enfants, pour ce qui me concerne, de la même manière qu'on a été géré individuellement. Il y a des changements sociétaux. Vous l'avez ressenti pendant toutes ces années en étant président, qu'on ne devait plus se comporter de la même manière avec certains joueurs et les entourages Bien sûr, et les organisations ne sont plus du tout les mêmes. Je disais aussi récemment, en étant président de club professionnel, qui a 30 ans, on parlait en budget de millions d'euros. Il y a 15 ans, en dizaines de millions d'euros. Et là maintenant, ce qui a été l'une des raisons de mon départ, en centaines de millions d'euros en budget annuel. Oui, votre départ de l'OL, votre départ du football français, puisque donc vous voulez... Et donc ça c'est bien confirmé. Hein, donc voilà, on va être sur la liste de Philippe. Bon, être candidat à la candidature, ça veut dire que... C'est quoi les grandes échéances pour vous justement de la Fédération française? C'est l'équipe de France, c'est l'image du foot français, c'est le foot amateur? Alors il y a... Les grands chantiers. Ce sont des grands chantiers. Il y a aussi le chantier du Stade de France, puisque vous savez qu'il y a
une évolution dans la gestion du Stade de France, qui est la maison de l'équipe de France A. Il y a aussi cette évolution sociétale dont vous avez parlé. Je pense qu'on doit être avec millions de licenciés à la base, je dirais, d'un certain nombre de valeurs. Et donc, Philippe a beaucoup insisté sur la création d'une direction de l'engagement avec des chantiers qui sont des chantiers sociétaux. Ouais. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus médiatique, mais c'est essentiel, surtout quand on arrive, comme c'est mon cas, en fin de parcours sur le plan football. C'est bien de venir d'un monde qui est un monde entrepreneurial et d'un monde professionnel et d'aller vers ce qu'il y a d'amateurs et de bénévoles. Oui, alors c'est vrai, tout ce travail en coulisses, en profondeur, qu'il faut faire à Jean-Michel Aulas, ce que ne voient pas forcément les supporters et le grand public. Ils ne voient, je disais tout à l'heure en plaisantant, mais à peine le défilé de mode des joueurs de l'équipe de France. Ça vous avait choqué, vous, ou pas, l'autre jour? C'était étonnant, oui. Ouais, c'était étonnant, ouais. Bon, plus rien ne choque quand on a des responsabilités, parce qu'on se responsabilise aussi à tort probablement, mais c'est vrai que c'était pour le moins étonnant. Et ça, c'est votre travail à la Fédération Française de Football aussi, non? Alors ça fait partie. Travailler sur cette image, quoi, aussi. Ça fait partie des choses. On essaye de partir de la base, foot amateur, et puis la ligue professionnelle a cette responsabilité. La ligue professionnelle est dans l'environnement de la fédération, donc vous avez raison de dire que ça fait partie de l'image, mais c'est une des choses qui est importante à prendre en compte et qui n'a peut-être pas toujours été mis au premier plan. Oui. Vous êtes une personnalité, Jean-Michel Aulas, qui ne laisse pas indifférent. Il y a les pro-Aulas et les anti-Aulas. On disait d'ailleurs à un moment donné qu'on parlait du camp aulassien. Tu es dans le camp aulassien ou tu ne l'es pas? Pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui vous caractérise à ce niveau-là? Ouais, non, je pense qu'il y a eu des passages. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'entreprise, vous avez un certain nombre de gens qui ne comprennent pas obligatoirement les orientations de l'entreprise. Donc là, il peut y avoir une position clivante. Dans le football, il y a eu aussi, il y a 37 ans, quand je viens à Lyon, l'équipe est en 2e division. Et donc, il faut totalement changer les habitudes, passer justement d'un football très amateur à un football professionnel. Donc, il y a des changements. Je rentre aussi dans cette organisation du football en prétextant, comme le font les grands clubs européens, qu'il faut être propriétaire de ses actifs. Donc, ça veut dire qu'il est parmi les premiers pour ça. Le premier. En France, mais ça se faisait peut-être un petit peu à l'étranger. Non, ça se faisait à l'étranger, mais pas en France. Mais pas en France. Mais vous voyez, j'ai mené un combat et tout à fait étonnant à Bruxelles pour faire en sorte que les clubs sportifs puissent être cotés en bourse. Bon, ça c'est donc ce sont des combats. Ça c'est une victoire pour vous. Une victoire, qui a été tout à fait étonnante, puisque en fait la Commission européenne a fait une injonction à l'État français de pouvoir accepter. Et Jean-François Lamour, qui à l'époque est le ministre des Sports, accepte et trouve une idée très originale, très intéressante, qui est de dire OK pour la bourse, pour les clubs sportifs, sous réserve qu'il y ait un projet de salle, un projet de stade. Et ça tombait bien, puisque j'avais ce projet de développer un stade privé qui est à l'époque critiqué, mais vous voyez comme les choses changent. Récemment, la Cour des comptes fait un rapport pour dire, au moment des championnats d'Europe, une seule ville, un seul projet a été conforme à ce qu'il faut faire maintenant, avec des capitaux privés. C'est un stade privé et c'est Lyon. Alors qu'à l'époque, j'étais critiqué pour vouloir faire un stade privé qui était en dehors on va dire en dehors du cœur de la ville, quoi. Du cœur de la ville, et puis aussi de la légitimité politique, c'est-à-dire que le stade était le lieu du maire, voilà. Donc il a fallu changer les mentalités. Ça explique pourquoi il y a eu quelquefois des clivages, mais ceci étant, c'est comme ça qu'on progresse. Vous allez nous parler des mentalités dans un instant, et de l'évolution depuis 30 ans aussi de Lyon, justement, parce que vous avez déplacé en fait ce stade, vous avez construit un nouveau stade, une salle également, et vous ne lâchez rien, puisque vous co-gérez maintenant cette salle avec c'est de la transmission familiale avec votre fils, en fait. Vous allez tout nous dire dans un instant. Jean-Michel Aulas, nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio, en direct de Lyon, La Vérité en face, à l'occasion donc de l'anniversaire de Lyon Capitale, le magazine qui fête ses 30 ans.
Vérité en face. C'est une belle ville, n'est-ce pas? Patrick Roger. Dans ma ville, je te kiffe et je crois que c'est maladif. Dans tes bras, je suis né, tu m'as bordé comme un fils. Ce son, je l'écris. La vérité en face sur Lyon, la ville de Lyon, la région également, à l'occasion des 30 ans du magazine Lyon Capitale que nous fêtons ici. On l'a fêté hier soir sur les bords de Rhône. Alors évidemment, c'était un peu arrosé parce qu'il a beaucoup plu dans la région. La fête a pu avoir lieu quand même. On a une pensée d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent et qui ont les pieds dans l'eau, notamment au sud en fait de la région lyonnaise. Jean-Michel Aulas est notre invité jusqu'à 10h. Personnalité lyonnaise. Vous avez parlé tout à l'heure des mentalités qui évoluent. Alors on parlait des mentalités dans le football, mais également probablement dans le domaine politique, économique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, en 30 ans d'évolution, Jean-Michel Aulas, à Lyon et dans la vie d'ailleurs en général? Bon, on le voit, je dirais aujourd'hui, la mentalité globale lyonnaise n'est plus du tout celle d'il y a 30 ans. On est passé d'une société lyonnaise qui était extrêmement conservatrice, on va dire, très proche d'intérêts plus personnels, plus concentrés sur fermé, le passé, en fait, plus fermé, à une ouverture beaucoup plus grande. Bon, les dernières évolutions politiques traduisent aussi je dirais des changements étonnants. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui est resté par contre, c'est le côté écosystème qui perdure et qui fait que beaucoup de grandes entreprises françaises, voire européennes, s'installent ici, sont restées ici, et il y a eu quand même des majeurs en matière d'entrepreneuriat qui ont pu donner et inculquer cette faculté de se lancer dans les affaires et de réussir. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, parce que c'était très industriel, Lyon, vous avez saisi le virage de l'informatique, une forme de Silicon Valley. Si vous reveniez en arrière, est-ce qu'il y aurait des choses que vous pourriez faire? Alors ceci étant, vous avez raison, parce qu'il y a eu des réussites, mais justement ces réussites ont eu lieu à Lyon. Cégide en est, et puis beaucoup d'autres qui ont réussi à Lyon. Donc c'est vrai qu'on aurait pu le généraliser en essayant de tirer les enseignements, mais c'est vrai que ça a bien fonctionné parce que Lyon a cette caractéristique, c'est d'avoir un niveau d'enseignement bancaire, bien que la décentralisation soit beaucoup moins grande aujourd'hui d'une manière générale qu'à l'époque où on pouvait tout faire depuis Lyon. Et puis, c'est vrai que la jeunesse permettait d'anticiper un certain nombre de sujets. Et c'est vrai que le côté un peu écosystème faisait qu'on pouvait être aidé tout en étant quelquefois envié, parce que ça faisait partie de la mentalité. Voilà, exactement. Bien sûr, il n'y a pas que dans la politique, il y a des rivalités dans le monde économique, dans le monde du sport, dans le monde du business. Mais Lyon a été quand même, et est toujours une capitale de l'entrepreneuriat. Donc ça donne du dynamisme, de l'ambition, et puis ça fait évoluer les choses. Mais est-ce que Lyon compte autant sur la scène nationale qu'elle le devrait? Il y a toujours la rivalité lyonnais-parisien, il y a Marseille de l'autre côté, il y a Toulouse, il y a Lille. Oui, alors c'est vrai, mais je crois qu'on ne peut pas s'en affranchir parce que la région, c'est la région. Il y a Paris d'un côté et puis un certain nombre de grandes villes par ailleurs. C'est l'autre capitale, Lyon. Pour moi, c'est la capitale de la région, en tout cas. Non, mais c'est vrai, en fait, au niveau national, est-ce que vous, d'ailleurs, dans le football, c'est ce que vous vouliez faire, montrer que Lyon, finalement, c'était là le cœur un peu de la France, quoi, non? Oui, bon, j'ai eu la chance, et dans le côté informatique et dans le côté football, de pouvoir créer et développer des majeurs européens. Donc, se battre contre le parisianisme aussi, en quelque sorte, Jean-Michel Aulas, non? Oui, se battre. Beaucoup les Français, d'ailleurs, toujours aujourd'hui. Se battre et l'utiliser. Oui. Parce que c'est vrai que pour pouvoir battre Paris, il faut avoir derrière soi une envie de se développer avec ses propres idées. Et c'est vrai qu'on est quand même dans une organisation
organisation qui est quand même très centralisatrice. Le colbertisme est resté quand même très présent. Donc il faut être meilleur pour réussir en province qu'à Paris. Oui. Quelles sont les personnalités qui vous ont marqué, vous, à Lyon? Parce que, je le disais, vous êtes l'une des incarnations de Lyon de ces 30 dernières ou 40 dernières années, mais Michel Noir, Gérard Collomb, Bar, le flic Néret, Bocuse, Benzema, il y a beaucoup de monde. Vous en avez cité déjà beaucoup. On peut y rajouter Monseigneur Barbarin, qui a été une figure aussi étonnante. Je crois que... Est-ce qu'il y a une figure plus qu'une autre? Non, pour moi, bien sûr que Paul Bocuse a été sur le plan, on va dire, et communication et identité mondiale. Quand on va à l'étranger, j'y suis très souvent, on parlait beaucoup de l'OL, j'espère qu'on en parlera encore beaucoup, mais on parlait bien sûr de Paul Bocuse. Et puis pour moi, la famille Mérieux représente quelque chose, une identification très symbolique de la ville de Lyon, non seulement sur le plan de la réussite entrepreneuriale, mais aussi sur le plan de la pertinence des valeurs. Donc voilà. Vous ne m'avez cité que des chefs ou des industriels ou des gens qui travaillent dans la santé, pas des politiques. Est-ce que vous n'êtes pas passé à côté d'une carrière politique, vous, Jean-Michel Aulas? Vous avez un regret? Non? Écoutez... Allez, un petit, je sens dans votre hésitation que vous allez interroger. Il y a aujourd'hui, je considère qu'il y a beaucoup de choses à faire à Lyon. Voilà, donc peut-être que de ce côté-là, il pourrait y avoir un regret. J'ai eu la chance de connaître des maires qui ont tous eu véritablement des initiatives. On a parlé de Raymond Barre, qui était un personnage étonnant. On a parlé de Michel Noir. À l'époque, d'ailleurs, ça avait été un tournant. Michel Noir avait voulu faire 3 tribunes à Gerland en voulant refaire le stade de Gerland. Et je m'étais un peu opposé. C'est pour ça que quelquefois il y a des clivages. Et puis après, on s'entend d'ailleurs très bien maintenant. J'avais expliqué qu'un stade avec 3 tribunes pour des raisons économiques dans une ville comme Lyon, ça ne fonctionnait pas. Donc voilà. Non, il y a eu des maires. Et puis bien sûr Gérard Collomb, qui pour moi a été plus qu'un maire. Ça a été véritablement une ligne directrice pour Lyon. Moi, je l'ai connu, il était jeune député, très, très à gauche et véritablement... Mais on était allés ensemble au ministère des Finances pour traiter du sujet du financement des startups, justement, et avec des lois, ce qui prouvait que même en étant très à gauche. On pouvait avoir la sensibilité... Il a terminé très au centre. Et il a terminé très au centre, si vous le dites. Quasiment à droite, non. Voilà, mais avec cette manière de contourner les choses traditionnelles par des prises de position qui ont fait d'ailleurs son évolution sûrement politique, qui faisait que tout ce qu'il a pu non seulement rapprocher mais créer a été quand même très souvent une réussite, et Lyon a quand même changé beaucoup avec lui. Oui. Et Lyon aujourd'hui, ça vous plaît ou pas, l'évolution de Lyon? Pas que sur un plan politique, mais de la ville, de l'agglomération, parce que certains disent Lyon, c'est une belle ville, mais il y a de l'insécurité, il y a beaucoup de problèmes. Non, mais vous avez cité le sujet qui fâche une majorité de Lyonnais aujourd'hui. Ce sont les problèmes sous prétexte d'environnement qui sont bien sûr les sujets phares. Et vous savez, moi j'ai participé très tôt, grâce à mon fils, à une entreprise qui s'appelle Time, c'était Time, qui est devenu Team for the Planet, qui s'adresse justement à l'environnement et qui fait que on entreprend non pas uniquement pour réussir, mais avec des principes environnementaux. Donc ce sujet-là m'est extrêmement cher. Oui, donc ce que vous faites passer comme message au maire de Lyon, c'est d'accord, l'environnement, mais il y a aussi tous les autres problèmes. Et voilà, qu'il faut traiter, la sécurité passe avant ou à côté des problèmes environnementaux. Vous avez vu la dégradation en 30 ans ? Oui, il y a effectivement une évolution, et
étant maintenant plus disponible, je suis dans Lyon. Bon, j'ai la chance d'avoir beaucoup de supporters au sens, je dirais, de gens qui m'aiment bien et qui viennent souvent parler. Il y a actuellement, c'est vrai, une prise de conscience que la sécurité a grandi et que des choses qui n'étaient pas tolérées par le passé deviennent... j'ai fait comme tout le monde, je roule en voiture électrique, en toute petite voiture électrique, mais ceci étant, voilà, il y a des choses essentielles qui ne sont pas traitées. Oui, qui sont du domaine du régalien en quelque sorte. Exactement. Tiens, un mot puisqu'on parlait de politique et ça nous amène aussi au football. On a l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie en tout cas de qualité, de s'engager pour prendre en fait des risques, que ce soit en politique ou pour diriger des clubs de sport, parce qu'on est critiqué. Vous le sentez, vous le ressentez vous aussi? Oui, bien sûr. Bon, et quand vous y référence tout à l'heure à l'aspect politique d'une carrière, on ne peut pas ne pas oublier que souvent de grands entrepreneurs qui ont voulu faire de la politique ou du sport se sont retrouvés confrontés. Alors personnellement, je suis toujours resté... Bernard Tapie, en fait, entre autres, qui a été un exemple, bien sûr, mais qui est la démonstration qu'on ne peut pas faire les choses ensemble et que ce que vous exposez est quand même dramatique parce que quand les personnalités ou les gens qui ont des choses à exprimer ou à construire ont à choisir, ils choisissent l'entrepreneuriat parce que la politique ou même la gestion d'un club sportif professionnel engendre des rivalités, engendre aussi des savoir-faire qui ne sont pas compatibles avec ce qui est attendu. Et certains disent aussi qu'il y a un danger avec... on est dans une société du zapping, quoi. On prend, on jette en fait immédiatement. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi, pour revenir au football, avec des investisseurs qui viennent de l'étranger, qui viennent, qui capitalisent sur un gros club? Il y a Lyon, bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres, et puis qui repartent en fait après des opérations financières. Ça peut être... Quand il y a un ancrage local, comme vous, quand on est lyonnais, on y tient, on met ses tripes sur la table, quoi. Oui, alors non seulement on met ses tripes sur la table, mais on fait ce qu'il est possible de faire avec les moyens qui sont cohérents, je dirais, avec l'état d'esprit, avec les solutions. Et l'avantage, c'est que quand on est dans un projet long terme, bon, je suis resté 36 ans président d'un club professionnel, bon, c'est unique, hein, il y a un seul cas en Europe, je crois c'est à Porto, identique. On crée une relation avec le public qui est une relation, je dirais, très profonde. Et quand on s'en va, on se rend compte effectivement qu'elle donne des valeurs qui restent et qui sont attendues. Ça permet de construire sur le long terme. Sur le long terme. Et c'est nécessaire. Et c'est nécessaire. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'organisation du football professionnel avec ces entreprises dites de multiclubs peut créer... mais vous y avez participé vous-même aussi. Non mais c'est vrai, à cette ouverture au monde de l'argent, du business, la cotation, ce que vous avez dit tout à l'heure, finalement, il y a un effet boomerang, non? Oui, alors... En fait, c'est un peu différent. Je suis allé chercher des fonds sur le marché pour construire un stade privé qui évitait à la ville de donner des subventions, qui permettait aussi d'avoir dans la construction, je dirais, des valeurs qui soient exemplaires. On dit que le stade de Lyon, qui a été inauguré donc en 2016, est le plus beau stade d'Europe, et le plus sécurisé. Bon, vous êtes un peu chauvin là, mais c'est vrai qu'il est sécurisé. Non, c'est ce que disent les organisations comme l'UEFA, comme la FIFA. Bon, mais pourquoi? Parce que c'est un stade qui a été construit avec des fonds privés, et quand il a fallu faire un ascenseur qui permettait d'aller de la tribune principale directement dans les vestiaires pour qu'il y ait cette relation, quand il a fallu faire en sorte qu'il soit multifonction, ouvert à l'événementiel, il était prêt. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir à Lyon Taylor Swift ou d'autres, ou Coldplay, bien sûr. Dans un stade qui est multifonction. Et puis une salle à côté aussi, on en parlera tout à l'heure. Et une salle, et qui est aujourd'hui rentable, et qui faisait qu'on transformait
quelque chose de très aléatoire en quelque chose de récurrent. Et le mal dont souffrent les sports professionnels, le football, c'est de ne pas être récurrent, de ne pas pouvoir construire sur le long terme, d'où l'arrivée de l'argent plus. Alors que si on avait suivi ce modèle de récurrence, je pense qu'on aurait gardé beaucoup plus des investisseurs locaux qui permettent d'avoir cette pérennité. D'avoir cette pérennité, cet ancrage territorial qui est important également, quoi, Bien sûr. pour avoir un état d'esprit. On va continuer dans un instant. D'un mot, je ne voulais pas parler forcément de Paris parce qu'on est à Lyon, mais tout de même, l'arrivée de Bernard Arnault pour le Paris Football Club, c'est une bonne chose justement qu'il non, c'est une formidable aventure. Personnellement, bien que connaissant très bien Pierre Ferracci, qui est le président du TFC, je n'étais pas dans la confidence du tout. Et véritablement, Paris a cette caractéristique par rapport à Lyon, c'est d'intéresser toutes les grandes marques, parce que Paris a une image internationale. Voilà. Et l'arrivée de la famille Arnault par le biais du Paris FC, même s'il y a une tour Eiffel dans le logo, est formidable pour le foot français. Il va falloir s'entendre sur le stade. Qu'est-ce que vous conseilleriez Qu'est-ce que vous conseillez à Bernard Arnault de construire son stade? Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Madame Hidalgo, en tout cas. Ah, pour le Parc des Princes. Vous voyez bien, vous, le Paris Football Club s'installer au Parc des Princes. Je sais pas. Oh là. Non, mais si, c'est une possibilité. Hein. Mais c'est une possibilité, évidemment. Voilà. Bon, c'est à suivre. Allez, on continue ensemble jusqu'à 10h. La vérité en face avec Jean-Michel Aulas, ici en direct de Lyon. Notre-Dame de Fourvière, Lyon, j'admire ta... En direct de Lyon, donc des studios d'Urba Vista qui appartiennent à Fiducial, qui est propriétaire aussi de Sud Radio, Lyon Capitale. Il faut le dire les choses, on est transparent évidemment sur Sud Radio. La vérité en face. Donc on se dit les choses. Parlons vrai, c'est notre slogan. Avec Jean-Michel Aulas qui est notre invité depuis 9h pour incarner ces 30 ans de la vie lyonnaise. Jean-Michel Aulas, on a déjà balayé beaucoup de choses. Tout à l'heure, donc, on parlait en fait de ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes toujours, donc, allez, je n'ai pas donné votre âge tout à l'heure, mais disons que vous avez dépassé 70 et que vous approchez, vous êtes à 75. Voilà, bon, il n'y a pas d'âge. Mais vous ne lâchez rien parce que vous êtes toujours donc à la Fédération Française de Football et vous allez continuer. Et vous ne lâchez rien également aussi ici à Lyon parce que vous avez repris l'année dernière, il y a eu un épisode pour reprendre cette salle à côté, l'Arena, à côté du stade que vous avez construit. Pour l'exploiter avec votre fils, bien sûr, quoi. Donc vous continuez, quoi. Hein. Oui, alors c'est une belle histoire parce que cette salle est une salle qui accueille le basket, l'Asvel pour ses matchs de Coupe d'Europe, et puis des grands spectacles. L'objectif est de faire un spectacle tous les 3 jours, donc vous voyez, c'est un spectacle tous les 3 jours. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on va tenir d'ailleurs assez rapidement, puisque le démarrage est important. Et donc j'en ai profité d'une part pour faire en sorte de trouver une solution économique au sujet OL Group qui voulait se séparer de cette salle. Bon, c'est un investissement. Il y avait besoin de rentrer d'argent aussi. Hein. Voilà, c'est un investissement. Vous avez aidé en quelque sorte aussi l'OL. C'est un investissement considérable, 164 millions d'euros. J'en ai profité aussi pour regrouper un certain nombre d'investisseurs parisiens, lyonnais, Xavier Niel, entre autres. Et puis à Lyon, les grandes familles lyonnaises sont venues. Le conseil régional, la chambre de commerce ont investi à mes côtés, on a gardé la majorité. Et puis j'en ai profité pour annoncer que je transmettais, parce que je suis resté entrepreneur au sein d'un holding, le holding Holness, qui regroupe plein d'entreprises. On est au capital d'une 30aine d'entreprises en France, mais aussi aux États-Unis. Et donc, j'en ai profité pour annoncer que Alexandre allait reprendre et reprenait cette partie. Il est donc président, directeur général de cette salle. Mais il reprend aussi progressivement toutes les activités autre que le football. Et c'est ce qui explique aussi le fait que je puisse consacrer un petit peu plus de temps au football. Alors, la LDLC, c'est important. C'est une salle qui est
très moderne, c'est la plus moderne d'Europe en termes de technologie, avec beaucoup d'intelligence artificielle à l'intérieur, mais aussi sur le plan environnemental. Et je voudrais dire qu'on a construit... Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez d'environnement, vous dites, on se préoccupe beaucoup de l'environnement, mais il n'y a pas que de cela. À Lyon ou dans la métropole, quoi. Voilà, et la métropole, avec Bruno Bernard, m'avait proposé, puisqu'il y a eu un début de construction avec Gérard Collomb et les élections. Donc Bruno Bernard m'avait mis les choses, je dirais, en perspective. Faisons la salle la plus environnementale d'Europe, et puis on essaiera de faire en sorte que la connexion sur le plan des transports, l'organisation pour la sécurité, voilà. Et donc on a une salle qui est absolument incroyable, puisque on utilise la nappe phréatique pour la climatisation, pour le chauffage, et tout a été fait sur le plan isolation, sur le plan et des transports, justement, pour la desserte, parce que ça c'est quand même capital, ce que vous avez fait pour amener, parce que l'aménagement, vous n'avez pas fait de politique, mais c'était un peu de la politique pour amener évidemment les transports. Oui, le tram est à l'entrée du stade, et donc de la EDLC. Donc vous voyez que on peut jumeler entrepreneuriat et environnement. Donc moi je suis très satisfait de la relation qui a été créée avec la métropole. Bon, donc Jean-Michel Aulas ne s'arrête pas, évidemment, même si c'est votre fils, mais enfin vous êtes toujours là, on l'a bien compris, et aussi à la Fédération française de football. Et l'OL alors? Eh bien, l'OL. Alors, cette année, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé là, en fait, du football, des résultats, et puis de l'OL. Votre regard sur cette saison? Non, mais le regard est un regard de supporter. Alors vraiment, souvent les clubs adverses me disent. C'est bizarre que le vice-président de la fédération soit si proche de l'OL, donc il y a un petit regard inquisiteur. Voilà, mais les dirigeants de l'OL prennent souvent le temps de me mettre du côté des adversaires dans la tribune officielle, de manière à être complètement objectif. Lyonnais, on peut pas mais ça. L'OL a vécu une année dramatique. Mais qui s'est bien terminé. Je dirais qu'aujourd'hui, l'OL, c'est un entraîneur absolument incroyable, Pierre Sage. Je rends un hommage. Il était responsable du centre de formation. On n'est pas obligé d'aller chercher des noms, forcément, à l'international. Voilà, et c'est une des belles intuitions de John Textor, puisque c'est lui qui l'a choisi. Il y a un directeur général, Laurent Prudhomme, qui est vraiment quelqu'un de très écouté, de très intelligent, avec lequel j'entretiens de bonnes relations. Donc voilà. Et les joueurs, l'équipe, le fond de jeu. Alors aujourd'hui, et c'est la caractéristique qui doit permettre à l'OL, je pense, de faire une très bonne année. Le fond de jeu a évolué, probablement à l'initiative de Pierre Sage. L'OL joue bien. Ne gagne pas toujours, y compris contre Marseille. C'est une injustice profonde. J'étais au match et on aurait dû gagner très, très largement. Et puis, il y a une dynamique, je crois, qui s'est créée. Alors après, il faut que économiquement, les choses soient bien bordées. Et c'est pour ça qu'il faut que John Textor et ses associés continuent, bien sûr, d'irriguer économiquement le club. On prend un tout petit peu de hauteur pour terminer. Barcola, c'est le successeur de Mbappé. Jean-Michel Aulas. Oui, je pense que il aurait dû rester 1 ou 2 années de plus avec nous à Lyon, mais c'est vraiment un garçon formidable. Et je dois dire qu'au risque de déplaire, que je n'apprécie pas qu'il soit sifflé quand il revient avec l'équipe de France à Lyon. C'est quelque chose qui n'est pas dans mes valeurs. C'est un garçon charmant, c'est un excellent footballeur. Et quand il revient dans son centre de formation, qui a permis effectivement de le détecter, de le former, on doit le soutenir totalement. Après, quand il joue avec Paris... Pour un Lyonnais, c'est compliqué. Oui, mais quand il joue avec Paris, c'est autre chose. Quand il joue avec l'équipe de France, il faut le soutenir. Et en tout cas, moi, je suis un fervent supporter de Bardet. Oui, merci de Barcola. Donc, merci Jean-Michel Aulas d'avoir été avec nous pour La Vérité en face, ici en direct de Lyon. C'était normal que je vienne ici à un moment où, ma foi, les choses évoluent dans la vie. Oui, absolument. Donc, à l'occasion des
les 30 ans de Lyon Capitale. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman, et puis tous les programmes évidemment ce week-end. N'oubliez pas aussi le rugby ce week-end sur Sud Radio, et il y a l'élection du président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, Didier Codorniou. Ce sera à suivre, et les premières réactions forcément en direct demain soir avec François Trio dans le MAC du rugby, bien sûr, à suivre en direct. Et puis la semaine prochaine, rencontre aussi avec Antoine Dupont, et il y a des auditeurs qui vont gagner aussi leur rencontre aujourd'hui. Bonne journée.